Hier, nous avons eu une séance qui a permis d'aborder à la fois certains éléments de la pensée d'Henri Lefebvre et c'était à la fois des exposés théoriques, mais aussi agrémentés parfois de souvenirs vécus et qui ont permis de porter notamment sur deux points une certaine actualité de la pensée d'Henri Lefebvre concernant les questions politiques, par exemple la notion de révolution, comment Henri Lefebvre, ça c'est dans l'introduction que j'avais faite au nom de Patricia Latour et en mon nom, sur comment Henri Lefebvre avait essayé de penser une voie démocratique qui serait en même temps une voie révolutionnaire. Et puis, nous avons eu une intervention aussi de Claude Morillat qui a interrogé ce concept développé par Henri Lefebvre, notamment dans son grand livre sur l'État, du mode de production étatique. L'intervention de Claude a montré, de son point de vue, qu'à l'économisme supposé de Marx ou d'une certaine interprétation de Marx, Henri Lefebvre a opposé un point de vue différent dans cette notion de mode de production étatique, et Claude Morillat avance l'hypothèse qu'il y aurait peut-être un politisme symétrique d'Henri Lefebvre. Bon, dans la discussion, on a eu quelques échanges sur la forme de la pensée d'Henri Lefebvre, de sa méthode en quelque sorte. On s'est même risqué à quelques images, sortant un petit peu du domaine strictement conceptuel. Quand on a comparé Althusser et Henri Lefebvre, l'un a un couteau, l'autre a... Alors ça, c'était une image que j'avais risquée, et Henri Lefebvre a une écumoire, selon l'image poétique de notre ami Yves Vargas, pour une écumoire qui saurait attraper aussi l'écume des jours, tout en laissant aux autres un peu le soin de faire le tri dans ce qu'ils laissaient passer par les trous de l'écumoire. En tout cas, ce qui se dégageait de cette rencontre d'hier, c'était une pensée féconde, une pensée qui invitait à la réflexion, une pensée qui était toujours pour nous aujourd'hui fertile. Alors, je ne voudrais pas abuser du petit privilège dont je dispose tout de suite, qui consiste à avoir la parole pour introduire notre séance. Simplement, il est évident que euh, ces échanges d'hier donneraient envie de poursuivre la discussion, par exemple sur cette question de l'économisme qui est évidemment centrale. Je dis simplement une chose, c'est que la critique de l'économisme est certainement un fil directeur de la pensée d'Henri Lefebvre. L'économisme qui est quand même l'idéologie du capitalisme, parce que si dans toutes les sociétés, l'économie est bien l'instance fondamentale sur laquelle se bâtit toute la vie sociale, en même temps, le capitalisme, et ça c'est une remarque que faisait aussi l'économiste Samir Amin, est peut-être le seul état de la société, le seul mode de production dans lequel l'économie est en même temps l'instance suprême, en quelque sorte la divinité supérieure de cette société. Et ça imprègne toute la conception de la société, toute sa vie quotidienne, sa conception de la politique. Et même le mouvement ouvrier n'y échappe pas, on le sait bien, on le voit, et il est évident que la pensée d'Henri Lefebvre, qui refusait de réduire l'explication de la vie sociale aux faits économiques, et qui a voulu développer par exemple sa critique de la vie quotidienne, est une critique de l'économisme. Bon, je n'en dis pas plus parce que je crois que ça mériterait une vraie discussion. Ce matin, nous allons entendre dans un premier temps Éric Puiset qui va nous parler de la pensée d'Henri Lefebvre comme philosophie ou tentative de philosophie de la géographie. Donc, je crois que sans plus attendre, je vais lui passer la parole. Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup et merci pour cette invitation à ce colloque qui, déjà hier, a montré tout son intérêt et sa richesse. Alors, j'ai préparé un texte, on va dire, un petit peu plus court par rapport au texte initial pour pouvoir tenir dans les délais qui sont impartis aujourd'hui et laisser le temps également à la discussion. Mais je démarrerai par une citation un peu longue, et je vous prie de m'en excuser, un peu plus longue qu'il n'est d'accoutumé de ce type de communication. Mais il m'a semblé, vous verrez,
qu'il était fort difficile de la couper. Henri Lefebvre est chez lui et depuis sa fenêtre, il observe ce qui se passe autour de lui et le paysage qu'il nous décrit. En décrivant ces pages, nous dit-il, dans la critique de la vie quotidienne, j'ai sous les yeux les beaux paysages de la banlieue parisienne. Au fond, une lente et longue courbe de la Seine, calme et bleue, que suivent des trains de péniches. Des files d'autos étincelantes traversent le pont de Saint-Cloud. Une colline à gauche, une autre à droite. Des bosquets sur ces collines, des parcs, des prairies, vestiges de possessions royales ou princières. Entre les lignes nobles des coteaux, j'aperçois la puissance concentrée des usines Renault sur leur île. Mais plus près, dégringolent dans la rainure de la vallée de Sèvres, comme des insectes, en un désordre sans fantaisie, de petites maisons séparées par des potagers, où la nuit hurlent les chiens de garde et miaulent les chats. On les appelle, sans ironie, des pavillons. Entre les pavillons, des ruelles, des chemins boueux où la pluie laisse des flaques durables. La vanité des propriétaires sointe abondamment en détails ridicules, animaux en faïence sur les toits et dans les allées miniatures, boules de verre et arbustes taillés, plaques ornées de devises et frontons orgueilleux. Dans un potager, accroché à un arbre, j'aperçois de ma fenêtre cet écriteau énorme, danger de mort. Le dimanche matin, surtout quand il fait beau, les maisonnettes s'ouvrent au soleil et lui montrent des tripes d'édredons rouges, de draps et de couvertures. Elles s'étalent sur le coteau comme des centaines de poulets morts dans une immense vitrine. Pas beaucoup de misère ici. Les taudis sont en bas. Cependant, sur les coteaux, il n'y a pas que des bourgeois et des petits bourgeois, il y a des ouvriers, des travailleurs. Le voisin est chauffeur de taxi. Au loin, le tumulte, la puissance, la création, le luxe et aussi la pauvreté. La ville a poussé jusqu'ici son appendice. Elle a établi entre les restes des grandes époques passées quelque chose d'effrayant, la médiocrité. Mais les ouvriers algériens de chez Renault, et même beaucoup d'autres, entreraient comme au paradis dans une de ces petites maisons. Que reprocher à ces gens qui, chaque jour, comme moi, rentrent chez eux après leur travail? Ce sont apparemment de braves gens qui vivent en famille, aiment leurs enfants. Peut-on leur en vouloir de ne pas souhaiter la transformation d'un monde où ils se trouvent assez bien? Cette longue citation me semble très significative de la manière d'observer et de penser d'Henri Lefebvre. Depuis la fenêtre de son bureau, dans sa maison de la banlieue parisienne, Henri Lefebvre observe ce paysage qui s'étend sous ses yeux. Et ce paysage, il l'observe en géographe, montrant comment ces lignes et ces courbes dessinent un agencement social. Son regard se porte du plus loin au plus près, des collines au loin, au jardin à sa porte. Il décrit la manière dont l'espace prend forme socialement et comment la vie quotidienne vient imprimer sur le paysage sa détermination particulière. L'observation porte ici d'abord sur le paysage lointain, marqué déjà par l'industrialisation, mais qui conserve encore ici ou là, de moins en moins, les traces passées des dominations d'anciens régimes et de la propriété foncière. Cependant, c'est évidemment l'usine de Billancourt sur l'île Seguin qui marque principalement ce paysage. C'est également le paysage de la circulation, de la mobilité et de la consommation. Des péniches porteuses de marchandises aux automobiles, symbole dans ces années-là à la fois de la société de consommation et de l'exclusion des ouvriers hors les murs de la ville, dans la banlieue de plus en plus lointaine. La voiture, évidemment, devient un vecteur des modifications urbaines, non seulement par la nécessaire création de voiries, d'autoroutes, de voies rapides, mais aussi dans la conception même de l'habitat, le garage, celui qui, aujourd'hui, est devenu un élément saillant de la maison, tellement il n'est pas rare de voir désormais des pavillons avec 2, voire parfois 3 garages. Vanité des propriétaires, les ornements sont autant de marques ici du « ceci est à moi » qui
selon Lefebvre, décrit comme autant de manières d'affirmer une sorte d'appartenance de classe, celle des petits propriétaires soucieux de protéger leur espace, fût-ce au prix de la mort. Les édredons qui marquent le ventre de la maison évoquent aussi une sorte de standardisation, à la fois des objets marchandises, ils sont ici tous uniformément rouges, et des pratiques sociales. Le jour du repos est aussi celui que l'on consacre au travail domestique. Vitrine de la vie quotidienne, ces fenêtres, où se donne à voir l'espace intime de la chambre à coucher, deviennent comme autant d'indices d'une vie quotidienne formatée par les rapports capitalistes de production. Illusion de l'ascension sociale, ces secteurs pavillonnaires ne sont désormais plus l'apanage de la classe bourgeoise. Le rêve, entre guillemets, de l'accession à la propriété modèle non seulement le mode de vie du travailleur, mais l'insère dans un ordre social qui s'imprime aussi dans ces pratiques spatiales. La misère, elle, est ailleurs. La ségrégation spatiale se dessine déjà dans cet ordre du pavillon. Là encore, Lefebvre va décrire cette organisation sociale de l'espace où le luxe et la puissance reviennent à l'espace de la ville. Mais dans cet appendice banlieusard, la ville reproduit aussi ces ségrégations, échelonnant du luxe à la misère les degrés spécifiques de l'organisation sociale. Ce texte est écrit en 1958 et 2 ans auparavant, dans l'objectif annoncé de résorber les bidonvilles, comme le célèbre bidonville de Nanterre, l'État va créer la Sonacotra, Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. Intervention de l'État dans la planification du logement. Lefebvre y verra aussi le passage de l'habité à l'habitat. L'organisation de l'espace de l'habitat devient une préoccupation de l'État, qui se saisit de l'urbain comme un outil de la reproduction des dominations sociales dans ses formes spatiales. Lefebvre sait aussi, ici, jouer de l'ironie, mentionnant les vestiges des grandes époques passées et des petites maisons. C'est en effet ainsi que l'on nommait au XVIIIe siècle ces demeures de campagne de la noblesse où celles-ci pouvaient, éloignées des regards, s'adonner au plaisir libertin. Ces nouvelles petites maisons, au contraire, affichent les entrailles de la chambre à coucher aux fenêtres du dimanche matin et exhibent ainsi l'uniformité et l'ennui. Cet espace où les grandes époques construisaient des petites maisons pour se cacher des regards indiscrets devient l'espace où la médiocrité, au contraire, se montre en toute lumière. La transformation du monde, ou si l'on veut la transformation des rapports sociaux de production, est également et conjointement une transformation de l'espace. Lefebvre va apporter ici une remarquable distinction, une sorte déjà de renversement dialectique. Toute tentative de transformation de l'ordre social sans transformation de l'ordre spatial serait vaine. Non pas seulement inutile, mais surtout et d'abord impossible. Ainsi, lorsque l'action publique s'empare de la planification urbaine et tente d'y imprimer sa transformation spatiale, elle engendre au contraire des reproductions et un maintien des rapports sociaux de domination. L'évolution du capitalisme exige une permanente action sur l'espace pour le former et le rendre adéquat à ces modes de production-reproduction sociale. Offrir aux classes sociales ouvrières un espace à défendre, danger de mort, revient à les maintenir dans cette fausse conscience. La réappropriation nécessaire passe évidemment par un droit à la ville, car c'est le changement social et dans la vie quotidienne qui permettra au mode de production de l'espace et à l'espace lui-même de se transformer. Et cela passe par une réappropriation de la valeur d'usage de la ville. En effet, Lefebvre va apporter une distinction fondamentale, sans cesse reprise après par l'ensemble des géographes et en particulier par la géographie radicale, d'Edward Soya à David Harvey, bien sûr. Lefebvre donc apporte cette distinction fondamentale qu'il emprunte à Marx entre, au fameux début du livre 1 du Capital, entre valeur d'usage et valeur d'échange de la ville. D'une part, les formes spatiales de la ville qui correspondent à son usage, répondant à des besoins sociaux, voire à des désirs, et d'autre part, la valeur d'échange de la ville, considérée comme marchandise, objet d'urbanisation technocratique
répondant non plus à des besoins, mais à des fonctions, reproduisant les dominations de la production capitaliste, dont par exemple la charte d'Athènes sera l'un des épigones. L'apport théorique de Lefebvre sur cette question de la production de l'espace lui vient d'abord, il le dit lui-même, de l'observation française des nouvelles modalités d'organisation des villes qui apparaît à l'aube des années 60 en France, avec la Datar par exemple et la création des métropoles d'équilibre. C'est là, selon Lefebvre, une accentuation spécifique, encore plus grande, de la valeur d'échange de la ville, dont le centre commercial devient la vision affadie et mutilée. La ville, en effet, va devenir l'objet d'une organisation saisie par la bureaucratie, qui en détermine les fonctions et les organise spatialement en faisant comme si cette organisation spatiale était adéquate au mode de vie. En réalité, rien n'est moins sûr. Et Lefebvre se pose ainsi la question, je le cite, « Les gens iront-ils docilement, comme le veut le plan, acheter au centre commercial, demander conseil au centre social, jouer au centre de loisirs, accomplir ponctuellement les actes du citoyen au centre administratif? La spontanéité parvient-elle ici à se restituer et une communauté à se créer? » C'est dans l'introduction à la modernité. Cet acte spécifique du processus d'urbanisation, commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle, impulsé par l'industrialisation et ses besoins, et motivé par la nécessité d'empêcher de nouvelles formes de révoltes ouvrières, va se reproduire à une échelle bien différente et selon des modalités distinctes à partir des années 60, avec une nouvelle vague de banlieusisation. La fonctionnalité de la ville-centre, centre de décision, lui fait perdre sa signification profonde d'espace des possibles, d'espace du désir, de la rencontre et de la spontanéité. L'analyse socio-spatiale permet au contraire de retrouver la ville comme signifiant et d'y inscrire des dynamiques sociales nouvelles, des espaces sociaux. Ainsi, le droit à la ville se fait émergence de droits au pluriel, droit à la liberté, à l'individualisation dans la socialisation, à l'habiter. Que faire aujourd'hui de cet apport de Lefebvre? L'urbain est devenu omniprésent. Les métropoles et les mégalopoles sont devenues des entités urbaines surhumaines ou déshumanisées, et où la population mondiale ne cesse de venir grossir toujours plus ces villes monstres. En 2050, dit-on, plus de 80% de la population mondiale vivra dans une aire urbaine, et d'ores et déjà, nous avons passé le cap de la moitié de la population mondiale qui vit aujourd'hui dans une ville. Comme le dit Thierry Pacaud, 40 ans plus tard, le droit à la ville attend ses attendus, sa législation, ses décrets d'application, son insertion dans la vie de chacun. Plus que jamais, il demeure actuel. L'urbain est encore porteur d'un idéal civilisationnel, mais pour combien de temps? Et aux yeux de qui? Le droit à la ville sera-t-il un déclencheur de rêve, un mobilisateur politique, un conscientisateur, plaçant la préoccupation environnementale au cœur de nos actions? Un point est acquis, nous dit Pacaud, le droit à la ville n'est plus un droit, c'est un devoir. Alors, ce devoir de se réapproprier le droit à la ville passe aussi, en tout cas à mon sens, par une réappropriation de la pensée dialectique appliquée à l'ordre social. Le processus de globalisation, ou ce que nous appelons l'avènement du monde avec un M majuscule pour distinguer ce monde d'un monde avec un M minuscule comme simple surface terrestre ou étendue de terre, res extensa, donc cet avènement du monde comme espace global. Alors ici, la question est de savoir comment ce monde total est encore susceptible d'être, pour nous qui y habitons, un espace partagé, et pas seulement une simple cohabitation. Et bien sûr, par cohabitation ou par espace partagé, nous ne pouvons pas seulement entendre une coexistence spatiale, une coprésence.
nous devons envisager la perspective d'un agencement territorial commun. Dans cet espace globalisé, qu'il ne pouvait pas en son temps imaginer comme tel, les concepts forgés par Lefebvre sont cependant extrêmement utiles. Si le phénomène de la globalisation correspond bien à cet âge avancé du capitalisme, la géographie de la mondialisation, la géographie de la domination, comme dit Harvey, est bien toujours pensable à partir de l'idée lefévrienne de spatialisation des rapports de production. Même si l'échelle est mondialisée, la dialectique socio-spatiale permet encore et sûrement plus que jamais de comprendre cet ordre du monde. Car le global, que l'on pense en général abstraitement, a bien lui aussi besoin de se spatialiser, c'est-à-dire de se territorialiser, de territorialiser son mode d'être et son mode d'action. On a tendance, trop tendance, à séparer le global du local en les posant comme opposés, de manière trop duelle et pas assez dialectique. Mais dans cette approche, on cherche ainsi à définir, à décrire, à analyser le local sans jamais définir le global, simplement posé comme l'autre du local. Le local est considéré localement, de manière tautologique. Le mondial localisé est pourtant encore le mondial. Et le local mondialisé n'est déjà plus du local, mais un espace de localisation de la mondialisation. La globalisation n'existe pas en dehors des lieux où elle se manifeste, des espaces où elle s'impose. Et elle a vocation à s'imposer partout. Et pour cela, il faut faire de tous les lieux possibles des lieux appropriés à sa localisation. Il faut les rendre conformes, susceptibles de la recevoir. Il faut les former comme des réceptacles, et il faut que ces réceptacles soient identiques. Non pas uniformes, bien sûr, mais identiques dans leurs différences elles-mêmes, identiques dans celui qui les distingue. Dans l'approche localiste, entre guillemets, on cherche précisément à identifier les facteurs de différenciation. Ces facteurs de différenciation sont aussi précisément ce qui rend ces lieux identiques. Les critères de différenciation sont standardisés. Patrimoine, tourisme, nature et paysage, développement économique, attractivité, identité de territoire, vie associative, etc. Ces territoires deviennent identiques dans ce qui les distingue. Ils cherchent la différenciation à partir de critères standardisés. Le processus de différenciation est toujours le même et les lieux qui sont tous différents, non pas chacun à sa manière, mais de manière identique. Ce sont les processus de différenciation eux-mêmes qui génèrent l'identité. C'est uniquement à partir d'une dialectique socio-spatiale qu'il est possible de penser l'émergence de ces nouvelles modalités de rapport à l'espace qui s'incarnent en même temps dans ces rapports sociaux spécifiques de la globalisation. À travers les interactions du marché mondial, disait Lefebvre en 1974, à travers ces interactions, le marché mondial dessine des configurations, inscrit sur la surface de la Terre des espaces changeants, ceux des contradictions et des conflits. Alors, pour conclure, j'utiliserai à nouveau un passage d'Henri Lefebvre, extrait de La production de l'espace, ce livre magistral sur la question. Comment ne pas conclure, dit-il à la fin de son ouvrage, à l'importance croissante de l'espace dans les sociétés dites modernes, à sa prépondérance imminente ou déjà actuelle. Cette prépondérance ne s'exerce pas seulement à l'échelle micro, en ce qui concerne la disposition des surfaces dans un supermarché ou dans une unité de voisinage, ni seulement à l'échelle macro, dans la répartition des flux à l'intérieur d'une nation ou dans une entité continentale. Elle s'observe à tous les niveaux, à tous les échelons, dans leur connexion. Aujourd'hui, poursuit-il, il s'agit de l'espace à l'échelle mondiale, et même au-delà de la surface terrestre, de l'espace interplanétaire, ainsi que des espaces impliqués à tous ces échelons. Aucun lieu n'a disparu
et tous les lieux ont subi des métamorphoses, des petites maisons à la banlieusisation. Qui modèle cet espace planétaire? Personne. Aucune force, aucun pouvoir. Car les forces et les pouvoirs s'y affrontent stratégiquement, de façon telle que l'histoire, l'historicité et les déterminations attachées à ces notions temporelles perdent leur sens. Ces phrases, écrites donc dans la production de l'espace, me semblent aujourd'hui résonner à nos oreilles de manière extrêmement contemporaine et nous montrent aussi que les concepts forgés à l'époque par Henri Lefebvre ne sont pas du tout caduques et peuvent aujourd'hui encore nous permettre de penser notre monde globalisé et l'espace qu'il produit. Et je vous remercie de votre attention. Merci, merci Éric Puiset. Nous avons déjà 2 questions. Alors j'en profite pour signaler aux amis participants qu'ils ont la faculté d'intervenir, de poser des questions en allant en bas de leur écran à droite sur une petite icône marquée Q et R, sigle mystérieux pour dire questions et réponses. Voilà. Alors, il y a déjà deux intervenants. Je lis pour tout le monde leurs questions. Philippe Lénis, peut-on rapprocher la pensée d'Henri Lefebvre sur la production de l'espace et la critique de la vie quotidienne de la notion d'habitabilité chez Bruno Latour? Alors, voilà, est-ce qu'Éric... Alors, je ne peux pas véritablement répondre parce que je ne connais pas assez bien Bruno Latour sur cette question. Ce qui est intéressant chez Lefebvre, en revanche, c'est justement la distinction qu'il fait entre l'habitat et l'habité. Alors, peut-être, en revanche, pourrait-on faire un rapprochement, à la fois rapprochement-distinction, si on veut rester dialectique dans notre mode de réflexion, entre cette distinction habitat-habité et la petite conférence de Heidegger qui date de mémoire de 52-54 sur comment s'appelle-t-elle? Habiter, penser, bâtir, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le titre qui me revient exactement. Précisément où Heidegger commence à distinguer ces questions. Pour Lefebvre, l'important, c'est l'habiter. L'habitat, c'est la manière dont une forme bureaucratique, technocratique planifie les formes de l'habiter, le transformant en habitat et en appropriation du foncier. Alors, voilà, peut-être y a-t-il des rapports à faire avec Bruno Latour, mais je ne pourrais pas vous répondre de manière très précise parce que je ne connais pas assez Bruno Latour pour ça. D'accord. Il y a une deuxième question de Stéphane Bonnery qui précise que c'est une question naïve, car dit-il, je ne connais pas assez l'œuvre de Lefebvre. Que faut-il entendre par sa formule selon laquelle le social est une projection du spatial? Est-ce qu'il met davantage l'accent sur l'espace en tant qu'ensemble de contraintes et de ressources matérielles qui construisent l'économie et le social, approche plus matérialiste, ou plutôt focalise-t-il son attention sur la construction sociale de l'espace, approche qui est davantage celle de Bourdieu par exemple? Alors, sans vouloir faire une réponse de Normand, je dirais que c'est à la fois l'un et l'autre, c'est-à-dire que la construction sociale de l'espace passe précisément dans son approche matérialiste par la façon dont les différents rapports de production, les ressources matérielles et les contraintes même spatiales organisent le social. C'est-à-dire que la production a besoin de se spatialiser et pour se spatialiser, c'est-à-dire que c'est pourquoi, par exemple, dans la citation un peu trop longue que je faisais au début, on se rend compte qu'au cœur de sa description, du lointain au proche, mais au cœur de sa description, ce qui est l'élément qui explique et organise le paysage, c'est la localisation des usines Renault. Donc, c'est-à-dire que les modes de production, la production a besoin de se produire quelque part. Et c'est à partir de ce quelque part où se localisent les modes de production qu'il va organiser l'espace en fonction et que cet espace va devenir par là même un espace adéquat au type de production et donc aux rapports sociaux qui vont avec, puisque les rapports de production déterminent les rapports sociaux. Alors, je ne sais pas si je réponds très bien à votre question, mais voilà. Ah, quelqu'un, Yvan Barthes, nous demande la référence de cette définition initiale. C'est dans la critique de la vie quotidienne, page 51-52.
Moi, je voudrais dire qu'à propos de cette citation initiale, qui est effectivement très belle, qu'elle est en même temps révélatrice, je crois, de la forme de la pensée d'Henri Lefebvre qui combinait une réflexion théorique, conceptuelle, avec une certaine démarche littéraire. Hein. Alors des philosophes diraient phénoménologique, sans doute, descriptive, mais cette façon d'inscrire la critique, la pensée critique et le concept dans le concret, même le visuel, me semble en effet tout à fait caractéristique de sa démarche qui veut mettre la pensée critique au service d'une critique de la vie quotidienne et de la transformation de la vie quotidienne. Voilà. Oui, Est-ce je qu'on a d'autres... partage tout à fait Oui, votre point de vue. Il y a même, enfin, on pourrait même aller jusqu'à parler d'une démarche poétique dans une oui. certaine mesure. Lefebvre a Il effectivement une était hanté par écriture. la poésie, je crois. Oui, ben, il y a des beaux passages à Dans La propos de Somme la et le vie reste, par quotidienne et exemple. du surréalisme qui sont significatifs. Et puis dans La Somme et le reste, il y a une présence de poèmes, notamment autour de cette image du soleil crucifié qui revient chez lui. Voilà, très bien. Oui, Merci, Jean. je voudrais poser une question. Robert. Déjà, félicitations, j'ai adoré votre communication, hein, de dire cet esprit de synthèse, bravo. Juste, je voulais vous demander, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, sur la transformation qui passe par l'espace, mais justement, comme, comme valeur de la pensée de Lefebvre, n'a-t-il pas justement étendu la notion de dialectique? En ce sens, pensez-vous que précisément, il n'y a pas une dialectique entre la production et la reproduction du capitalisme? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, hein, le capitalisme, tout en produisant des espaces, se reproduit lui-même. Et moi, j'ajouterais, il se reproduit justement en produisant incessamment de nouveaux types d'espaces. Oui. Voilà, je voulais vous poser cette question. Ah oui, oui, je partage tout à fait votre point de vue. Effectivement, il se reproduit en produisant sans cesse des nouvelles formes de spatialité, effectivement. Il produit l'espace en même temps qu'il se reproduit. Voilà. C'est ce qui est d'ailleurs également un problème qu'on voit bien actuel pour le capitalisme. C'est aussi, ça pourrait être aussi une explication de l'étonnant tout dernier chapitre du livre 1 du Capital. Pourquoi Marx, à ce moment précis, termine ce livre 1 en nous parlant de la colonisation? Mais parce qu'il nous parle précisément de la spatialisation de la reproduction du capital. Ouais, c'est d'ailleurs, c'est l'analyse qu'en fait David Harvey, hein, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Sur la géographie du capital, oui. Tout à fait. Tout à fait. Au passage, cela montre d'ailleurs que l'idée que Lefebvre se faisait du concept, le concept n'est pas simplement une idée abstraite, générale, qui synthétise une réalité, c'est toujours une histoire, l'histoire d'un processus. Par exemple, urbain, la production de l'urbanité, mais aussi la production de la dissolution de l'urbanité hein, dans le développement de la ville capitaliste moderne. Donc c'est toujours un processus, comme chez Marx, la notion de marchandise, par exemple, contient en elle-même, le concept de marchandise contient une histoire d'une contradiction qui se développe. Je crois en ce sens que Marx, que Lefebvre, lapsus révélateur, je pense en ce sens que Lefebvre a, comment dire, si j'ose dire, a pris au sérieux la célèbre phrase de Marx disant qu'il a remis la dialectique sur ses pieds. C'est-à-dire qu'il va effectivement appliquer le concept au concret, à ce qu'il a sous les pieds, à l'espace qu'il a sous ses pieds. L'importance, comme il était dit hier, d'ailleurs, du rapport à Hegel et du refus de Lefebvre, enfin en tout cas à mon avis, du refus de Lefebvre de la tentation althussérienne. Apparemment, nous n'aurions pas de questions dans... Il y a Yves qui agite la main. Yves qui lève la main. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Yves qui lève la main. 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 Bonjour Yves qui lève la main.
Bonjour Rick, j'étais content de vous revoir et de vous entendre depuis quelque temps. J'ai une question aussi naïve, moi, parce que je ne suis pas non plus spécialiste d'Henri Lefebvre, que je connais mal. En vous écoutant, c'est vrai qu'on a un sentiment d'une phénoménologie sociale, en quelque sorte, et même humaniste, Oui. en quelque sorte. La question que je vous pose, est-ce que Lefebvre s'interroge sur le rapport entre l'espace et les forces de travail, la main-d'œuvre, euh, les forces productives, et savoir comment ces forces productives, c'est-à-dire ces déplacements massifs de la classe ouvrière vers la banlieue, par exemple, et d'un habitat nouveau, n'est pas lié seulement à un mode de vie, c'est aussi lié, me semble-t-il, à un mode de production. Par exemple, la démocratisation de la voiture. On fabrique des voitures de moins en moins chères parce que les ouvriers doivent maintenant aller assez loin pour se rendre à leur usine, alors qu'avant, elle était à côté. On fabrique des trains de banlieue de plus en plus performants pour les mêmes raisons. Il s'agit en quelque sorte de gérer la main-d'œuvre, de gérer la force de travail. Et parallèlement, les grandes surfaces dont il a parlé ne sont pas simplement un moyen d'aller au supermarché, mais ça implique aussi la fabrication d'autoroutes pour que des camions puissent livrer rapidement des marchandises ici ou là. Et donc, il y a toute une structure de production et d'échange de la force de travail sans laquelle cette modification de l'espace perdrait peut-être une dimension. Et je vous pose la question, Eric, est-ce que Lefebvre a pris ça en compte, ou bien est-ce qu'il en reste, comme il le fait quelquefois, me semble-t-il, agrippé à la question démocratique de la valeur d'échange contre de la valeur d'usage, pardon, contre la valeur d'échange? Voilà, de façon un peu polémique, la question que je voulais vous poser. Merci beaucoup, Yves. Je suis également heureux de vous revoir. Alors, il faudrait vraiment aller très profondément dans les textes de Lefebvre pour vous répondre avec grande précision. Mais je pense vraiment qu'il n'en reste pas à la surface et qu'il va analyser précisément cette spatialisation de la force de travail. Sauf qu'il y a un élément qui va apparaître, je vais dire tardivement par rapport à la vie de Lefebvre. Alors là, je vais un peu extrapoler de Lefebvre pour vous proposer ma lecture de cette question. C'est celle de la décentralisation. L'État lui observe, si vous voulez, la première prise en main de l'espace par l'État, qui est au début des années 60, ce qu'on a appelé l'aménagement du territoire, et qui est une volonté précisément d'organiser, de structurer l'espace en fonction des rapports de production, en fonction de la vie quotidienne des travailleurs. Avec 82 et la décentralisation, on passe un cran supplémentaire que Lefebvre je crois, n'avait pas les moyens de voir tel quel, mais qu'il peut nous permettre aujourd'hui, 40 ans plus tard, d'observer de cette façon-là. Longtemps, on a pensé qu'il fallait que le travailleur soit extrêmement mobile et donc qu'il se déplace jusque dans les espaces de production. On a inversé la donnée avec le capitalisme néolibéral qui, à mon sens, prend naissance en France avec la décentralisation. Ce qui est tout à fait contemporain de l'apparition du néolibéralisme en Angleterre avec Thatcher en 79, aux États-Unis avec Reagan en 81. Et on a justement longtemps pensé que que le néolibéralisme arrivait en France plus tardivement qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Moi, je crois qu'il arrive à peu près en même temps, mais que simplement, il y prend des formes différentes du fait d'une histoire différente. Il y prend les formes économiques immédiates chez Thatcher et il va y prendre en France les formes d'une réorganisation de la vie sociale par la spatialisation et par la territorialisation. Et ça, je pense qu'on ne le trouve pas explicitement chez Henri Lefebvre, mais je pense que sa manière justement d'observer la question de l'espace et de la production de l'espace en fonction de la vie quotidienne et du travail nous permet de le penser.
Alors, il faudrait que je m'en explique un peu plus, hein, si vous voulez, mais par exemple, dans la pensée géographique, le mot territoire n'existe pas jusque dans les années 70-80. Le mot territoire n'est pas un concept de la géographie. Voilà. C'est le lieu, c'est la région, etc., mais pas le territoire. Et il émerge à partir de ce moment-là. Et un certain nombre de géographes marxistes, enfin marxistes ou marxisants, on va dire, parce que c'est une spécificité. Il y a des géographes marxistes, mais il y a des géographes qui sont marxistes, mais il n'y a pas de géographie marxiste au sens strict du terme, à part peut-être avec Harvey de manière plus récente. Mais ils observent cette apparition du territoire, hein, avec la décentralisation. Ils s'approprient, ils cherchent à le conceptualiser. Et beaucoup, justement, le critiquent en disant, par cette notion de territoire, on voit bien la manière dont le capitalisme est en train de former l'espace et de faire de l'espace un espace d'enfermement. C'est-à-dire, au fond, le territoire devient une assignation à résidence pour le travailleur. Et on lui donne l'illusion que c'est là qu'il va trouver du travail, que c'est là que, etc., etc. Alors qu'en réalité, on fait passer une étape supplémentaire, non plus à la mobilité du travailleur, mais à la mobilité du capital. En assignant à résidence le travailleur, on rend le capital encore plus mobile. Ça n'est plus le travailleur qui va vers le capital, c'est le capital qui bouge sans cesse. C'est en ça qu'il y a, je crois, une étape spécifique dans le capitalisme à partir de ces années-là. Et je crois que Lefebvre et la dialectique qu'il met en œuvre nous permet de le penser aujourd'hui. Alors, je n'ai pas exactement répondu à votre question, excusez-moi Yves, mais j'ai un tout petit peu décalé le problème.